chers téléspectateurs de la VDC, la voix de la démocratie congolaise, la radio-télé du peuple. Aujourd'hui, votre radio-télé s'est déplacée pour la Grande-Bretagne, précisément à Londres. À Londres, là où l'histoire des combattants a commencé. Pour ceux qui ne le connaissent pas, aujourd'hui, nos musiciens congolais ne peuvent plus jouer en Europe. Toujours dans notre nouvelle émission Tous à la Nini, nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir une grande dame d'origine congolaise, résidente ici à la Grande-Bretagne, précisément à Londres. Est-ce que c'est une politicienne? Est-ce que c'est une combattante ou encore collabo? Nous allons les découvrir ensemble. Bonjour madame. Bonjour maman Thérèse Kamani. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas? Mon nom c'est Landou Polonene, le prénom Marie-Thérèse. Je suis mère de famille, je suis mariée, je suis avocat des droits de l'homme. J'ai été arrêté, donc j'ai un titre d'Amnesty International, Prisoner of Conscience 2006-2007. Je suis femme politique, présidente d'un parti qui s'appelle Congopax. Merci beaucoup. Nous avons l'honneur de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau. Maître Landou, est-ce que vous pouvez nous parler de l'élection 2006? Vous étiez candidate à l'élection présidentielle en RDC et par après vous êtes retrouvé à côté de Jean-Pierre Mbemba. Et par après, il y a eu votre arrestation qui avait fait beaucoup de bruit, surtout sur la communauté internationale. Et vous êtes retrouvé aujourd'hui ici à Londres. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? En effet, en 2006, j'étais candidate à l'élection présidentielle. Au premier tour de l'élection présidentielle, il y a eu seulement deux qui ont gagné cette élection. C'est Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba. Et au deuxième tour, nous nous sommes regroupés, ceux qui se disaient de l'opposition, autour de Jean-Pierre Bemba pour le soutenir et pour qu'il aille jusqu'au bout. C'est ainsi qu'il a été créé ce qu'on a appelé l'Union pour la Nation. Et au deuxième tour, en principe, c'est Jean-Pierre qui a gagné l'élection. Mais Joseph Kabila a triché, il y a eu des fraudes. Et voilà, Joseph Kabila est passé, comme il vient de passer en 2011. Et je devrais être un des avocats de Jean-Pierre Bemba pour contester cette élection devant la Cour suprême de justice en novembre 2006. Mais il s'est fait que le 20 novembre 2006, le pouvoir a enlevé mes collaborateurs, mes gardes de corps. Ils étaient 7. Et le 21, c'était la première audience devant la Cour suprême. J'étais là. Et j'ai été arrêté le 21 novembre. Et voilà, j'ai fait presque 6 mois à Makala et je suis sorti grâce à toutes les pressions, aussi bien nationales qu'internationales. C'est ce que je peux dire pour 2006. Il y a eu les élections l'année passée en 2011 en RDC. Et la vie politique congolaise semble être peu claire. Selon vous, qu'est-ce qui était bon et qu'est-ce qui ne vous a pas plu? Vous voulez parler des élections 2011. 2011. Bon, les élections 2011 donnent suite à celles de 2006. C'est un terme normal. Mais l'élection en 2011, c'était vraiment un chaos total. Normalement, Kabila ne devait pas être président parce que c'est pas lui qui a été voté par le peuple. Nous savons tous que c'était Étienne Tshisekedi qui a été voté par le peuple, majoritairement. Mais comme il est habitué à tricher, il a triché. C'est lui qui s'est autoproclamé finalement président de la République par tricherie. Et je pense que notre pays s'est enfoncé. Il connaît une descente aux enfers que nous devons arrêter absolument. Que ce soit l'élection 2006, pour nous c'était, pour moi en fait, il pourrait dire que c'était plus une tribune pour parler pour le Congo. 2011 c'était une catastrophe.
et qui fait qu'aujourd'hui, il y a eu quand même beaucoup de morts, et aujourd'hui, nous avons un président qui n'a pas de légitimité et qui gouverne le pays par défi, mais qui est soutenu par une certaine communauté internationale. Je crois qu'il est temps que les Congolais prennent les choses en main pour leur pays, parce qu'un destin n'est pas négociable. Or, aujourd'hui, les Congolais ont un destin assez obscur pour avoir un président comme Kabila, qui est passé en 2006 comme président de la République, et en 2011 président de la République, sans qu'on puisse les connaître. Nous ne connaissons rien sur cet homme. Et en révérifiant l'histoire, son arrivée au Congo, nous savons qu'il est là, non pas pour protéger le Congo, mais c'est pour détruire le Congo. Ça, nous le savons. Je voudrais bien voir parmi ses collaborateurs quelqu'un qui pourrait dire non à ce que nous sommes en train de dire. Nous savons que Kabila est arrivé au Congo en 1996, lors de la première invasion du Congo par le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Il a été l'un des acteurs majeurs de cette invasion, puisque arrivé à Kinshasa, il a assumé les fonctions de chef d'état-major des forces terrestres. Et personne ne connaît Kabila. Les gens disent qu'il est le fils de Laurent Désiré Kabila, mais en lisant l'ouvrage de Jean Marteau, un ouvrage de 2010 intitulé Qui a tué Kabila, vous lirez là-dedans que c'est le 13 mars 1997 que Kabila change de nom. À Kisangani, il arrive avec le nom d'Hippolyte Kanambe, et c'est James Kabarebe qui va dire voilà, c'est le fils de Laurent Désiré Kabila, et il s'appelle Joseph Kabila. Voilà comment il a eu le nom de Joseph Kabila. Je crois que les Congolais doivent être des hommes et des femmes capables de protéger non seulement la population congolaise, mais de défendre le pays en boutant dehors Joseph Kabila et son régime. C'est alors qu'on dira de nous que nous sommes des hommes, sinon jusque-là nous sommes la risée du monde entier. Merci beaucoup, madame. Parlez-nous de la CENI et de son président. Que pensez-vous? Madame, ce sont des brigands. On ne doit pas perdre du temps pour parler de Mulunda et ses 10 pasteurs, mais ce sont des brigands. Parce que si Mulunda avait fait son travail comme il fallait, ce n'est pas Kabila qui allait être élu président. Il faut apprendre à mourir pour son pays. Je sais que c'était dangereux pour lui, d'après ce qu'il exprimait, mais on doit arriver à mourir pour son pays, dire non à des fraudes massives telles que nous les connaissons à l'élection présidentielle de 2011. Ce sont des brigands pour moi, ce sont des brigands. En tant qu'une politicienne et une femme de loi, que reprochez-vous à l'opposition congolaise au finish des élections dont nous connaissons tous les résultats? Non, je suis plutôt une femme politique. Politicienne, je ne sais pas ça, je sais pas. Moi, je suis une femme politique. Et bon, l'opposition, vous savez, pour le moment, l'opposition au Congo a du mal à faire son travail, parce que moi-même, j'étais au Congo, je parlais pour les droits de l'homme, j'ai parlé pour l'état des droits, j'étais arrêté. Et au Congo, vous êtes arrêté ou vous êtes tué. Le dernier en date, c'est Diomi Dongala qui a été enlevé jusqu'à aujourd'hui. Le gouvernement se tait sur cet enlèvement, alors que nous savons qu'il a été enlevé. D'après nos sources, les sources que j'ai pu consulter, Diomi a été gardé à la cité Loya par des militaires rwandais. Et avec ma déclaration que j'ai faite sur ça, j'ai dénoncé, mais on l'a amené au bureau de Pierre Lumbi. Il occupe, ou s'il est encore là, il occupe la cellule qu'avait occupée le colonel Daniel Mokalaï, qui a été dans l'assassinat de Chebeya, Floribert, et de Fidel Bazana. Et c'était une cellule. À partir de cette cellule, on l'a amené à Makala. Peut-être qu'on veut amener Diomi à Makala, mais Diomi a été enlevé par le pouvoir en place et couvert par le procureur général de la République. Le procureur a fait des déclarations qui sont des déclarations d'enfants. Lui qui est le gardien de la société, il a fait des déclarations selon lesquelles Diomi a été attrapé en flagrant délit de viol sur 2 mineurs. Et il a été arrêté, et puis finalement il s'est enfui. Vous savez, c'est très difficile au Congo de connaître la vérité, mais je sais que les gouvernements de Kabila travaillent et fonctionnent sur base de mensonges. Il y a eu des mensonges d'État.
Et il n'y a pas eu que Yomi qui a été enlevé, il y a eu d'autres problèmes relatifs à des arrestations arbitraires. Je parlerai ici des Coutinho, qui a été arrêté arbitrairement, c'est un pasteur, parce qu'il a osé dire sauvant le Congo. Et il ne fallait pas le dire, il fallait l'arrêter, il fallait le mettre au niouf, donc au silence. Il y a eu le cas aussi de Firmin Yangambi, qui est un avocat, qui a été arrêté un peu avec le même charge qu'en moi, qu'il aurait eu des armes et tout cela. Et tout cela est faux, totalement faux. Et avec lui, il y a Eric Kikunda, arrêté arbitrairement, et aujourd'hui condamné arbitrairement aussi, injustement. Comme femme de loi, je peux dire que, bon, en fait, mon combat, c'est par rapport aux lois aussi. Hein. J'ai constaté que, en tant qu'avocat au Congo, c'était très difficile de commencer un procès et d'arriver à un bon résultat. C'est-à-dire, je veux dire que c'était difficile que les juges puissent dire les droits en regard de faits, et c'était plus pour faire plaisir à X ou Y qui a donné de l'argent. Alors je me suis mise à me battre contre ce genre de comportement. Donc je pourrais dire que le problème politique du Congo, c'est un problème des droits, des violations massives des droits de l'homme. Et je ne me bats pour l'état de droit. Dieu seul sait quel jour cet état de droit pourra devenir réalité au Congo. Mais nous devons continuer avec ces combats jusqu'au bout. Et je suis là depuis, je pourrais dire officiellement depuis 90, et jusque maintenant, je me bats toujours pour les droits de l'homme, pour l'état de droit au Congo, pour la justice, pour le respect de la femme, pour tout ce qui est dignité, je me bats. Mais c'était un combat très très difficile. Jusqu'à présent, on n'a pas encore gagné. Merci beaucoup, maître. Parlons de l'actualité de la santé du pays. C'est-à-dire les activités dans l'est du pays. Que dites-vous d'abord pour ce groupe M23 et que pensez-vous pour les démarches de la communauté internationale et de l'Union africaine, les négociations et leur position vis-à-vis de Kagame? Merci beaucoup pour la question. Bon, à l'est du pays aujourd'hui, on parle de M23. Le M23, en fait, c'est par rapport à la date du 23 mars 2009. C'était la date où le CNDP a signé des accords avec le gouvernement de Kinshasa, je pourrais dire avec Kabila Joseph. Accords qui ont amené le CNDP à intégrer les institutions de l'État et principalement l'armée. Et c'était le 23 mars 2009. Le M23 fait partie d'une stratégie globale de la balkanisation du Congo. Pour rappel, nous devons nous rappeler que c'est en 1996 que le Congo a commis la première invasion. Première invasion par le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, avec comme cheval, je pourrais dire avec comme cheval de Troie, l'AFDEL, qui était une alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo, comme il le disait. Ils avaient un Congolais, ils ont donné une couleur congolaise à cette alliance, c'était Laurent Désiré Kabila, qui est devenu le 17 mai le président autoproclamé de la République, cette fois la République démocratique du Congo, en remplacement du Zaïre. Ça, c'est de l'histoire. Et qu'est-ce qui se passe? Laurent Désiré Kabila a commis l'erreur de ne pas se fier à ses propres frères, de ne pas tenir compte de l'existence d'une armée qui était là, des gens assez bien formés, qui étaient des officiers de l'armée qu'on appelait le phase. Il y avait des officiers, des soldats, des troupes qui étaient disposés de travailler pour le nouveau pouvoir. Mais il a accepté avec, je pourrais dire, l'insistance de James Kabarebe, qui était un Rwandais, qui est arrivé au Congo, qui est devenu Congolais, devenu chef d'état-major de la nouvelle armée. Ils ont envoyé
beaucoup de militaires congolais à Kitona, où ils ont été empoisonnés. On parle de plus de 4500 militaires qui ont été tués à Kitona. Et lui-même, Laurent Désiré Kabila, constatant qu'il était en danger, il a demandé aux forces étrangères de rentrer chez elles. Et c'est le 2 août que se déclenche la deuxième rébellion, que je pourrais moi dire la deuxième invasion, par toujours le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. À cette deuxième invasion, ils prennent le nom du RCD. Donc c'est le Rassemblement congolais pour la démocratie, ce qui était totalement faux, puisque le RCD c'était un mouvement militaire ou politico-militaire d'obédience rwandais de l'époque. La preuve est que lorsqu'il y a maintenant un dialogue inter-congolais, on se retrouve à Sun City. Qu'est-ce qui va arriver? Toutes ces forces se constituent dans un gouvernement qui ont donné lieu à un président qui était Kabila Joseph et 4 vice-présidents, dont Robert qui était rwandais et qui est devenu le président du Congo, le vice-président du Congo. Donc c'était une stratégie, c'est une des premières. Et après 1998, une guerre qui a fini par faire entrer de Tutsis dans l'armée, les institutions congolaises, non seulement l'armée, le gouvernement, les sociétés nationales congolaises. Nous arrivons à d'autres attaques contre toujours le Congo à l'est, mais cette fois-ci c'est à Bukavu avec Mutebisi, Jules Mutebisi. Bon, Dieu merci, le général Moussa Mabé a travaillé contre cette force-là à Bukavu et finalement on a eu gain de cause. Et je me rappelle aussi que le 4 juin 2004, le 4 juin 2004, les Congolais de toutes les villes ont marché pour dire non à cette invasion de Bukavu. Moi j'étais à Kinshasa et j'ai marché aussi. Et, bon, cette page a été tournée. Finalement, on commence à entendre parler du CNDP, d'Nkunda. Et si on peut parler de leur haut fait, c'est notamment les tueries des enfants des Kiwanja. Ils vont violer les femmes, ils vont tuer les enfants, des jeunes sont morts en janvier 2009. Et en mars, le 23 mars 2009, ils vont faire des accords avec Kabila, et ça j'en ai déjà parlé. Des gens qui ont tué vont entrer dans l'armée. Bien sûr, dans l'entretemps, Nkunda est recherché par la justice, il va au Rwanda, il redevient rwandais. Il n'est plus congolais. Et c'est Nkangada Bosco qui maintenant prend la direction de CNDP, qui est un mouvement des Tutsis, d'obédience Tutsi. Et Nkangada entre dans l'armée, il devient général après avoir tué, après avoir égorgé les enfants. Et ils entrent dans l'armée. Mais l'armée congolaise qui s'appelle les FARDC, c'est pas une armée congolaise, c'est une armée rwandaise, mais au Congo. Vous savez, on ne s'est jamais moqué d'un peuple que maintenant, et encore au XXIe siècle. Et puis la CPI élève la voix pour dire que Kanana doit être arrêté, comme l'a été Lubanga, parce que Lubanga a été condamné par la CPI. Et voilà que tout à coup, les militaires Tutsis quittent l'armée, ils vont à l'est pour menacer le Congo, en fait le peuple congolais, pour dire que voilà, si vous touchez à Nkangada, voilà ce que nous pouvons faire. Et voilà les M23, le CNDP qui devient maintenant les M23. C'est encore une autre stratégie. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils veulent? Maintenant, ils veulent une négociation avec le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'ils veulent maintenant prendre l'est du pays. Toujours, c'est comme si le peuple congolais n'existait pas. Alors, je voudrais que le peuple congolais, pour une fois qu'il existe, qu'il se mette debout. Et par rapport à ça, je pourrais vous dire ceci, que les Congolais militaires qui ont été envoyés à l'Est pour aller se battre contre les M23, sachant qu'on les a envoyés là-bas pour être tués, parce que Kabila, c'est ça son projet, c'est tuer tous les officiers et les soldats congolais pour qu'il n'y ait plus rien dans les FARDC, que ça devienne totalement au Rwandais. Et on les envoie au front sans munitions.
On les avons au front pour qu'ils soient tués. Et ces militaires se sont constitués dans une force qui s'appelle les FDDC, Force du droit pour la défense des citoyens. Ils ont envoyé des messages par ici en disant « Nous allons nous battre contre M23 » parce qu'en fait, à l'Est, il n'y a que l'armée rwandaise qui est là et le M23 qui tue, qui viole les Congolais. Il n'y a pas une autre force. Il y a bien sûr la MONUSCO qui a révélé qu'il y avait des traces de l'armée rwandaise à l'Est. Et c'est vrai parce que nous avons des preuves. Que les FDDC seront peut-être d'ici peu livrés au public. Et c'est vrai que c'est l'armée rwandaise qui est là, parce que dans l'entendement de l'armée rwandaise et des Kagame, l'Est du pays, l'Est du Congo, doit appartenir au Rwanda. Non seulement l'Est, c'est-à-dire le Nord Kivu, le Sud Kivu, mais aussi la province orientale. Et au moment où je vous parle, il y a plus de 40 000 militaires du côté des Bunia. Ils atterrissent avec des avions Hercule à l'aéroport de Bunia. Et je sais que les FDDC ont dénoncé même la MONUSCO qui acceptait que les forces rwandaises atterrissent à Bunia et qu'elles sont à Bunia. Et la MONUSCO le sait. Elle le sait. Et ça, c'est quelque chose qui nous frustre très fort parce que la MONUSCO est là pour le peuple congolais, est là pour la défense du peuple congolais, est là pour la sécurisation des territoires congolais. Et on ne peut pas comprendre qu'à côté d'eux, qu'ils acceptent l'atterrissage des avions qui amènent les militaires rwandais au Congo. Donc par là, vous voulez dire que la MONUSCO joue un double jeu? En tout cas, ça sera, il faudra qu'un jour qu'ils nous éclaircissent ce qui s'est passé. Ce qui se passe maintenant, ce qui s'est passé en acceptant que les forces rwandaises atterrissent à Bunia. Il faudra bien qu'ils répondent de cela, parce qu'il y a des témoins. Les témoignages seront un jour livrés au public aussi. On devrait comprendre ce qui s'est passé. D'ailleurs, sur Internet, il y a eu beaucoup de dénonciations de la MONUSCO qu'on voyait à côté de l'armée rwandaise. Mais je ne sais pas ce qui se passe. C'est comme si nous avons le monde entier contre nous, contre le Congo. Je crois que c'est ça la vérité. Parce que nous ne sommes pas protégés. Nulle part où le Congolais est protégé, ni chez lui, ni en dehors de son territoire. Merci beaucoup, maître. Que pensez-vous de la position de l'Église catholique qui est formelle? Pas de négociations avec les Rwandais, pas de négociations avec les rebelles, moins encore avec les envahisseurs du Rwanda, M23. Moi, je suis d'accord avec la position de l'Église catholique. On va négocier avec qui? Vous allez négocier avec celui qui va vous tuer. On va négocier pour aboutir à quelle conclusion? Que l'Est du Congo, ça va leur appartenir, parce qu'ils ont pu tuer suffisamment. Non, il n'y a pas de négociation. Je demande au peuple qu'on le se mettre debout et des bouteilles dehors. Les M23, et non seulement les M23, Kabila doit être bouté dehors, être mis en position de ne plus être président du Congo. Il doit être soit arrêté en prison, alors s'il a la chance, peut-être qu'il va aller en exil. Le peuple congolais doit redevenir un véritable peuple capable de défendre son destin. Moi, je pense que c'est un droit. C'est un devoir et une obligation de défendre son pays. Le peuple congolais doit cesser d'être timide. Parce que je sais qu'il fut un temps où on nous disait non, écoutez, il ne faut pas parler des Tutsis, c'est délicat. Ils ont été victimes des génocides. Il y a eu des événements malheureux à Kigali, au Rwanda. Ça, nous le savons. Nous avons été parmi les personnes qui ont dit non à ces événements, à ces tueries massives entre les deux ethnies, Hutu et Tutsi. Nous avons regretté cela. Aujourd'hui encore, c'est regrettable. Mais Kagame n'a aucun droit de venir tuer les Congolais. Nous avons aujourd'hui plus de 5 500 000 Congolais tués d'après le rapport de International Rescue Committee. C'est SOPA des Congolais qui le disent. Donc c'est la communauté internationale. Et Kagame fait partie de criminels de ces victimes congolaises que nous déplorons aujourd'hui. Alors la communauté internationale, c'est vrai, dernièrement, ils ont l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis, les Pays-Bas ont suspendu
l'aide financière donnée au Rwanda, l'aide financière et militaire donnée au Rwanda. Oui, nous apprécions, mais c'est pas assez, c'est faible. C'est faible par rapport à ce que Kagame fait comme crime au Congo. À tout le moins, c'est le poursuivre devant la justice. C'est au minimum, c'est ça. Sinon, l'arrêter immédiatement parce que il commet des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Je pourrais dire des crimes de génocide parce que ils sont là en train de tuer les Congolais. Les Congolais, c'est une communauté nationale qui est unie, qui est en train d'être massacrée, divisée, éventrée par Kagame. Et Kagame doit être poursuivi. C'est ce que nous attendons à tous les mois. Si la communauté internationale continue à agir doucement, avec une tendresse qui est révoltante, je pense que les Congolais ne doivent plus attendre cette communauté, qu'elle ne nous aime pas. Nous devons nous organiser. Il y a déjà des forces armées congolaises qui sont disposées de se battre pour ce pays. Mais il faut les soutenir. Il faut soutenir ce jeunes gens qui se battent contre le M23, dont on ne parle pas. La MONUSCO connaît ces forces-là. Et elles sont là pour un seul objectif. Le premier objectif, c'est défendre les populations, défendre les territoires. C'est protéger les populations, protéger leurs biens, défendre leur dignité. Ce n'est pas beau ça. Lorsqu'on n'en parle pas, voilà des forces qu'on doit soutenir par la communauté internationale. Le M23 ne pourra rien faire pour le Congo en dehors de tuer. L'armée congolaise ne pourra pas gagner une guerre, pas une seule guerre qu'elle pourra gagner, parce que l'armée congolaise est une armée rwandaise. Kabila sait ce qui se passe dans le M23. Si vous avez suivi l'actualité, à un moment donné, Kabila a ordonné aux forces, à FARDC, de ne plus poursuivre les M23. Ça, je crois que vous vous rappelez. Ils ont dû interrompre les opérations. Et non seulement ça, il a demandé aux 3 hélicoptères qui étaient à Goma d'aller à Bukavu. Kabila est avec le M23. Kabila est là pour exécuter une mission lui demandée par Kagame ou par la communauté Tutsi, celle de faire ou de laisser mourir le Congo. C'est ça le travail qu'est en train de faire Kabila. Et je suis étonné de voir des Congolais autour de lui. Dans d'autres pays, Kabila ne serait plus là depuis bien longtemps. Je demande aux Congolais qui sont collabos. Je ne suis pas collabo, madame, je ne le serai jamais. Jamais dans ma vie je serai collabo. Pourquoi? Pour gagner quoi? De l'argent. Mais je sais travailler, je sais en gagner. Hein. Je demande à ces collabos de savoir que demain ça tournera mal pour eux. Parlons de la conférence de presse qu'a tenue le président Joseph Kabila. Que pensez-vous de sa position à travers sa conférence de presse? Mais il parle de la mutinerie de M23, c'est une mutinerie. Mais voilà une trahison. Joseph Kabila est un traître. Si le Parlement était un Parlement vrai pour le Congo, mais ils allaient déclencher la procédure de l'impeachment. Il ne serait plus aujourd'hui président. Comment est-ce qu'il peut parler d'une mutinerie pendant que le M23, composé de Tutsis, Rwandais, sont là pour tuer les Congolais? Aujourd'hui, ils sont en train de commettre des pires exactions, demander de l'argent à la population. Maintenant, ils ont une administration à Rutshuru. Il n'y a pas que les Tutsis rwandais à Rutshuru. Il y a aussi les Tutsis de l'Ouganda à Rutshuru. Et Kabila parle de la mutinerie. Mais c'est une invasion. C'est toujours dans la stratégie d'affaiblir le Congo. Kabila devra être le dernier président inconnu au Congo. Et les collaborateurs devront être poursuivis en tant que traîtres à la face de la nation. Donc pour moi, Kabila est en deçà de tout ce qu'on peut imaginer. Vous savez qu'un étranger dans un pays aussi peut faire du bien au pays, mais Kabila est là pour faire du tort au Congo. Comment est-ce que déjà les faits qui ne soient pas formés, on ne connaît aucune formation, aucune famille régulière, mais c'est vraiment c'est un crime être à la tête du Congo. Quand on est sans formation, quand autour de soi tout est faux,
il devrait être poursuivi non seulement pour le crime qu'il commet, pour crime contre l'humanité, crime de génocide, crime de guerre, mais il devrait être poursuivi pour faux et usage de faux. C'est un verdict de cet usage de faux qu'il est devenu président de la République. Et il y a des Tutsis congolais. Que pensez-vous d'eux? Qu'est-ce que nous allons faire d'eux? Madame, Maman Thérèse, est-ce qu'il y a des Kasaï congolais? Je ne sais pas s'il y en a. Est-ce qu'il y a des Nandes congolais? Est-ce qu'il y a de... S'il y en a, alors il y a des Tutsis congolais. Je n'ai pas encore appris qu'il y a de Basakata congolais, qu'il y a des Bakongo congolais, il y a des Bakongo ceci, bien des Bachi congolais. Il n'y a pas de Tutsis congolais au Congo. Il n'y en a pas. Parce que les tribus congolaises s'appellent par leurs racines culturelles. Des Nandés, des Baluba, des Loulois, et ainsi de suite. Il n'y a pas de Loulois. Comme il n'y a pas de Loulois congolais, il n'y a pas de Tutsis congolais. Donc c'est vous que les Tutsis congolais doivent être renvoyés chez eux. Les Tutsis congolais, on n'interdit pas à une population, à quelqu'un d'habiter dans un pays. Ils doivent être naturalisés conformément à la loi congolaise. On ne doit pas leur faire exception. Les Tutsis congolais sont les seuls à attaquer le Congo. Il n'y a pas une seule tribu au Congo qui attaque le Congo. Alors là, il est clair que les Tutsis congolais ne sont pas des Congolais. Ils sont là pour profiter du Congo, mais ils peuvent vivre au Congo en se laissant naturaliser conformément à la loi congolaise, à la constitution congolaise. Voilà ce qu'ils doivent faire. Parlons de la francophonie, maître. Que pensez-vous de la francophonie, de la position de François Hollande avant les élections et après les élections? De François Hollande. M. François Hollande a déclaré qu'il était un homme normal, qu'il veut être un président normal. Et nous espérons qu'il sera aussi président normal face à la francophonie. Vous savez, en 2010, nous étions en Suisse, en Montreux. Nous avons fait une conférence parallèle à la francophonie à Montreux, en disant que nous n'accepterons pas la tenue de la francophonie au Congo s'il y a encore Kabila au pouvoir. Et voilà ce qui arrive. Nous sommes maintenant en 2012. La francophonie va se tenir à Kinshasa en octobre 2012. La francophonie en soi, nous n'avons pas de problème. Mais le fait que la francophonie se tienne à Kinshasa, un pays où la démocratie que la francophonie soutient n'existe pas, nous pensons que c'est plutôt une insulte à la démocratie et une insulte au peuple congolais. M. François Hollande, s'il doit aller à Kinshasa, il doit savoir qu'en allant à Kinshasa, il va serrer les mains ou serrer la main d'un criminel, d'un présent tueur. Alors nous comprendrions que la France, aujourd'hui encore, n'a que des intérêts, dont les intérêts du sol congolais. Il n'a aucun respect pour le peuple congolais. Si jamais M. François Hollande allait à Kinshasa, telle sera la position de la majorité des Congolais. Parlons à l'affaire Diomi. Il a été enlevé. Il est introuvable. Que pensez-vous? Oui, c'est vrai. Il a été enlevé. Je l'ai dit tout à l'heure, Diomi a été enlevé par les forces de Kabila. La police policière ou la police politique de Kabila. Si Diomi s'était enfui tel qu'ils avaient déclaré, on allait savoir qu'il est dans tel ou tel pays. Je suis en contact avec sa femme. Elle sait comment son mari a quitté la maison. Il n'est plus revenu. Elle a fait, il n'y a pas longtemps, une déclaration. Madame Patricia Diomi, elle a fait une déclaration dénonçant cet enlèvement. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Mais aux dernières nouvelles, il n'est pas encore tué, il est encore en vie. Kabila est en train d'hésiter de le tuer parce qu'il a encore sur sa tête une épée de Damoclès suscitée par la mort de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Il n'était pas encore mort. Du moins, depuis 3 jours aux dernières nouvelles, il n'était pas mort, il était encore en vie. Et ces informations sont crédibles. Il a été d'abord, comme je l'ai dit, d'après les informations, d'abord
dans une villa de la cité de l'Olia, gardée par des Rwandais. C'est pour dire que Kabila était Rwandais, puisqu'il ne peut pas. Il n'y a qu'un Rwandais pour faire ça. Et maintenant, il est gardé au bureau de Pierre Lumbi, qui est son conseiller spécial. Depuis 3 jours, je n'ai pas encore de nouvelles. Et si nous avons de nouvelles, nous allons le livrer au public pour savoir où se trouverait Diomi. Nous demandons à Kabila de libérer Diomi. Il doit libérer Diomi. S'il n'est pas libéré, il sera aussi poursuivi. Un jour, ce n'est pas aujourd'hui, pour l'enlèvement de Diomi. Et quand Chebeya a été tué, nous avons fait un document, une requête auprès du procureur au Campo de l'époque pour poursuivre Kabila en vertu de l'article 15 du statut de Rome. Et le procureur a ouvert le dossier. Si vous allez lire à l'internet, c'est le www.dpc-et-pétition.net. Vous verrez toute l'historique de cette requête contre Kabila à charge de crimes commis non seulement contre, par exemple, le membre de Bombia Congo ou les viols des femmes, mais aussi contre les crimes commis contre Chebeya et Bazana. C'est là-dedans. Maître présidente de la République aujourd'hui en RDC, qu'aurez-vous fait pour arrêter toutes ces tueries dans l'est du pays? Président de la République en RDC, ça serait arrêté, je pense, en moins de mois. Je vous ai parlé de FDDC, ils sont plus de 20 000 hommes. Et l'esprit FDDC est en train d'entrer dans le FRDC pour la seule mission que toute armée du monde a: protéger les territoires, protéger les populations, protéger les biens, protéger la dignité du peuple. Donc c'est là où on allait tout faire pour avoir les moyens nécessaires pour équiper de façon moderne l'armée congolaise. Et je vous dis qu'en un mois, on allait parler de la paix au Congo. Parce que cela est possible. Nous avons des moyens pour équiper l'armée. Le Congo a ces moyens-là. Vous, aujourd'hui, présidente de la République en RDC, quelle est la place de la femme? La femme, pour moi, la femme a une place prépondérante. Elle est mère. Elle est pourvoyeuse de traditions. La femme doit contribuer à asseoir la paix au pays. Dans un pays où il n'y a pas de femme, il n'y a pas de paix. Moi, président de la République, je dois absolument faire en sorte que la femme soit partout dans les institutions. D'ailleurs, on a voté une loi de parité. Et pourquoi pas? Les femmes doivent être partout, de façon paritaire, au niveau des institutions. Mais ça ne sera pas n'importe quelle femme. C'est la femme compétente. La femme qui a un bon cœur. La femme qui est prévenante. Donc, la femme qui a toutes les qualités possibles pour faire avancer le pays. Ça ne serait pas n'importe quelle femme. Je vous rappelle encore, notre émission est intitulée Tosalanini. Maintenant, nous allons poser la question de savoir Tosalanini. Il y a eu des tueries en RDC, il y a eu des élections et les choix du peuple congolais n'ont pas été respectés. Et il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées dans notre pays, qui se passent d'ailleurs jusqu'aujourd'hui dans notre pays, de viols, de tueries. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire, selon vous, maître? Mais il faut tout arrêter. Nous devons tout arrêter ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour cela que nous devrons nous lever très fort pour demander, par exemple, au Conseil de sécurité, par rapport aux massacres qui se commettent au Congo, qu'on peut comparer aux massacres qui se commettent en Syrie, de mettre un terme à cela. On a vu des images sur ce qui se passe à l'Est. Ce que nous voulons est de mettre Kabila dehors. Nous pouvons, avec le soutien du Conseil de sécurité, organiser d'autres assises à Kinshasa même, protégées par la MONUSCO qui est là sur place. En 3 jours, nous pouvons obtenir un autre gouvernement de transition, malheureusement. On ne sait pas faire autrement, il faut un autre gouvernement de transition qui doit organiser des élections véritablement crédibles. Parce que les élections passées n'étaient pas crédibles. Alors nous devrons donner la chance au Congo. Le destin du pays n'a pas
un nom de quelqu'un. Le destin du pays, c'est un destin de toute la nation congolaise. Donc nous devons, si nous aimons notre pays, faire tout pour avoir ces gouvernements qui peuvent organiser de nouvelles élections crédibles, mais des élections qui seront financées par le Congo, pas par la communauté internationale. Parce que le Congo a des moyens pour financer ce genre d'élections. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour vous adresser par exemple à nos militaires en Lingala, nos officiers qui travaillent aujourd'hui au pays avec le gouvernement en place? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Eza pasi na ndenge bazoko sala mosala ya pasi FRDC eza susu armée ya Congo te kasi tolingi esprit ya FDDC elakisi ko protéger mboka, ko protéger population, ko protéger biloko na kati ya mboka na dignité ya basi bazali violer tout le temps tolingi esprit wana ekotela bango makasi se retourner contre les véritables ennemis ya mboka banguna baza na kati ya FRDC bayebi bango se tourner contre banguna nyonso, y compris Joseph Kabila za munguna na biso. Bongo Congo et Bongo baza capable, les militaires sont capables de faire changer les choses au pays. Et un mot de la fin pour nos politiciens congolais qui sont en train de vous suivre. Je déplore une seule chose au niveau des hommes politiques, c'est l'absence d'une grande unité. Tentons de nous unir pour un seul objectif, protéger, sauver le Congo. Le Congo a de la place pour tout le monde. Tout le monde ne sera pas président de la République. Il y aura un seul président de la République, un gouvernement de quelques personnes, peut-être 30 personnes. Il y a beaucoup de place dans les institutions, même universitaires, ou comme professeur, ou comme chef de secteur, ou chef de village, et tout cela. Parce que nous devons arriver à faire en sorte que, même dans nos villages, que les universitaires aillent travailler là-bas. Comme du temps des Belges. Partout, dans le village, dans les secteurs, il y avait des universitaires. Et pourquoi pas nous? On ne doit pas laisser le pays, derrière le pays, à des non-universitaires. Nous devons apporter la science partout jusqu'au bout. Voilà, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Oui, maître, merci. En passant, vous avez parlé de l'unité. Que pensez-vous de l'alliance entre l'IDPS, l'APARICO et l'ARP du général Mounene, aussi, et de la position de l'IDPS par après, qui a fait que l'IDPS puisse se détacher de cette alliance? Merci. Bon, qu'est-ce que je peux penser de ces accords? Ces accords ne concernent que les trois formations politiques, la PARICO, l'ARP et l'UDPS. Bon, quand vous dites que l'UDPS a dénoncé ces accords, oui, ça devient compliqué, hein, parce que ça signifie qu'il n'y a pas eu d'unité. Donc ça signifie qu'il y a autre chose qu'on doit faire encore pour qu'il y ait unité. Et pour qu'il y ait unité, il nous faut beaucoup d'honnêteté intellectuelle. Hein. Une unité est fondée sur de grandes qualités. S'il n'y a pas ces grandes qualités, il n'y aura jamais d'unité entre les partis politiques. Un mot de la fin. Merci beaucoup à l'AVD, merci beaucoup. Je souhaite longue vie à l'AVD. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Mais seulement, la seule chose que je veux dire pour terminer, nous devrions nous mettre debout pour dire non à ce qui se passe au pays et nous organiser pour que demain les choses changent. Nous ne devrons pas traîner quand on a un destin national à assumer. Les choses doivent changer et nous devons nous mobiliser pour que Kabila ne termine pas son mandat de 5 ans, pour que d'ici peu, comme je l'ai annoncé, qu'on ait une formation d'un gouvernement de transition pour préparer effectivement de bonnes élections nationales qui sont crédibles, transparentes et financées par le Congo et les Congolais et pas par la communauté internationale pour notre propre respect, parce que le Congo a des moyens pour ce faire. Aujourd'hui, le coltan vient du Congo, mais le coltan entre dans nos téléphones, dans les laptops, dans les télévisions, dans les avions, et le Congo
est pauvre, les Congolais est pauvre. Non, ça doit changer. Et parce que si nous avons un bon gouvernement, je pense que le Congolais n'aura plus à souffrir, à pleurer parce qu'il n'y a pas à manger à la maison. Nous sommes capables de faire changer les choses pour que ce pays-là, comme on dit souvent, que le lait continue à couler ainsi que le miel. Et cela dépend de nous, de vous, de nous tous. Je vous remercie. Merci beaucoup, maître, de nous avoir accordé cette interview. Comme l'a dit le maître, que nous devons être toujours debout et unis pour faire une force. Et nous vous remercions de nous avoir suivis. Restez toujours branchés sur notre site lavdc.com. Merci à notre rédacteur en chef pour la réalisation de cette émission, donc KMB à New York. Au revoir et à la prochaine.